Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve sur les petites entreprises qui font face au coronavirus. On y parle business, emploi, difficultés, innovation et Signastro. Dans cet épisode de L'épreuve, je reçois Jean-Marc Neveu qui dirige 2 sociétés de plasturgie, l'une dans la Vienne et l'autre en Vendée, soit 17 personnes au total. Ses clients sont plutôt des grands équipementiers dans l'industrie aéronautique, automobile, nucléaire et même alimentaire. Mais Jean-Marc ne fait pas que du travail à la commande. Ses équipes et lui ont aussi développé une recette maison à la sauce PME, comme il dit, pour transformer des vieux vêtements qui sont récupérés dans des recycleries, notamment de Châtellerault, là où se situe son usine, et pour les transformer en matériel de type cintre, autres plastiques. Donc il essaie aussi de réfléchir à cette filière de l'économie circulaire. Jean-Marc n'est pas un patron ordinaire et c'est pour ça que j'ai souhaité l'interviewer pour ce podcast L'épreuve. Voyons d'ailleurs très vite ce qu'a fait Jean-Marc juste après les annonces du président Macron et du Premier ministre, puisque l'émission a été enregistrée le 17 mars 2020. On ne fait plus de réunions, voilà, les réunions sont interdites. Les réunions qui sont faites, c'est que des points où on est distant avec des distances de sécurité. Donc on a eu une réunion, c'est celle dont je te parlais, enfin 2 réunions, celle dont je t'ai parlé pour la mise en place des règles. Ça c'est un point majeur. Les autres aspects restent un peu les mêmes, sauf qu'on a décidé d'avoir chacun son téléphone. Donc on se passe pas les téléphones des uns aux autres. Comme ça, il n'y a pas de risque de contamination via le téléphone. Et c'est très vrai, puisque j'ai demandé à parler à l'un de ses salariés, un outilleur, Bruno, et voilà comment ça s'est passé. Le téléphone, Et donc une fois dans le bureau, j'ai pu échanger avec Bruno sur les conditions de travail. Juste attention à garder nos distances, à se laver les mains. Après, non, c'est la même chose. Bon, après, on en reparle, forcément. On suit l'actualité, on voit comment ça va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer. Puis on s'adapte à chaque changement, quoi, chaque nouvelle directive. C'est quoi le dernier changement auquel vous êtes adapté ? Eh bien, le confinement, donc nous on peut pas faire de télétravail, donc on va se déplacer avec une autorisation. Enfin. Bruno parle effectivement des mesures qui ont été prises très vite pour limiter la propagation du virus. Et voilà mes échanges avec Jean-Marc à ce sujet. Est-ce que tout le monde a un masque dans ton entreprise ou comme vous travaillez à distance ? Non, tout le monde à distance, ouais. On a une petite entreprise, mais on n'est pas très nombreux. Nous, on est 7 ici dans l'usine, donc c'est une petite usine. Il y a beaucoup d'espace entre les personnes, quoi. On a presque, il y a 1500 mètres carrés et on est 7, tu vois. Donc ça fait une densité qui est pas très importante, à condition qu'on respecte bien sûr les distances. Donc on n'a pas besoin de masque et puis personne n'est malade en fait. Aujourd'hui de facto, enfin on ne sait pas, les gens ne présentent aucun signe de maladie. Et justement, moi je trouve que dans les rues, les gens se déplacent, font faire les courses dans la vie quotidienne, mais se parlent beaucoup moins. Est-ce que dans l'entreprise, il y a un effet un peu de moins se parler, de distance, pas juste physique, mais aussi de convivialité? Comment ça se vit? Pas du tout, non. Nous, au contraire, il y a pas mal de communication. Alors c'est une communication un peu particulière puisqu'on est distant à chaque fois. Et puis on est vigilant les uns vis-à-vis des autres, donc ça c'est hyper important. Donc on dit ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé les mains, etc. Mais au contraire beaucoup de dialogue, puisqu'on est obligé d'intégrer beaucoup d'informations, des informations qui évoluent au fil du temps. Donc au contraire beaucoup d'informations pour pouvoir coordonner un peu le travail ou essayer de définir des priorités. En fonction des clients, en fonction des disponibilités, en fonction de voilà. Et puis on se prépare aussi
un arrêt total de l'activité. Donc, par rapport à ce qu'on a à produire, on se met en condition de produire ce qui est prioritaire par rapport à notre carnet de commandes ou à privilégier sur notre carnet de commandes. Arrêt total, en raison de qu'est-ce qui pourrait être la cause d'un arrêt total selon toi? Ça peut être une cause interne, ça veut dire à la limite tout le monde serait infecté, je sais pas, ou un qui a infecté tout le monde, ça c'est possible, hein, c'est pas impossible. La deuxième possibilité, c'est le gouvernement qui dit à ce moment-là, j'arrête toute l'activité économique du pays. Bon, après, je suis pas sûr qu'ils puissent le faire parce que il y a des activités économiques qui sont stratégiques, hein, l'énergie, des choses comme ça. Donc, on peut pas couper les centrales nucléaires, on peut pas couper. Mais il se peut que notre activité soit pas considérée comme stratégique et à ce moment-là, ils nous interdisent d'y aller. Bon, voilà. Du coup, toi, ton quotidien en tant que chef d'entreprise, il a quand même été bouleversé avec le coronavirus. Tu parlais de travailler ce week-end, de devoir mettre en place des nouvelles choses. Comment tu vis ce type de bouleversement? Non, je suis pas angoissé. Je suis, comment on peut dire, très attentif à tout ce qui se passe. Attentif. D'abord à mes salariés, ça c'est, d'abord à ma famille, il y a le cercle familial, donc tu vois, j'ai passé pas mal de coups de fil pour savoir, comme j'ai de la famille à Paris, j'ai de la famille, de savoir comment ils allaient, les personnes qui m'étaient chères, si ça allait pour eux, voilà, donc premier, ma fille, voilà. Donc ça c'est le première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est très attentif à mes salariés puisque j'ai une double vigilance à avoir par rapport à eux, une vigilance on va dire un peu réglementaire dans le sens où je dois assurer la sécurité, hein, c'est marqué la sécurité et la protection de son personnel, donc en tant que chef d'entreprise. Et puis aussi soucieux d'eux d'un point de vue, on va dire, comment on dirait, le moral des troupes, hein, dans une, à savoir qu'il faut pas que cette situation un peu extraordinaire aggrave leur angoisse, détériore nos relations hiérarchiques entre collègues, etc. Donc voilà. Donc et puis après le troisième niveau, c'est les autres parties prenantes que sont les clients, les fournisseurs, avec qui on est, ceux qui sont encore ouverts, de savoir un peu au jour le jour, puisque les informations arrivent un peu au jour le jour et elles sont un peu contradictoires les unes derrière les autres. Ce qui est possible encore de faire, ce qui est plus possible, et puis aussi de prendre à titre perso un peu leur état de conscience par rapport à la situation. Effectivement, voilà un chef d'entreprise attentif à ses salariés. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé Bruno au téléphone. Parce qu'on est bien ici. Donc, après, ça n'empêche pas que, bien sûr, on se pose beaucoup de questions sur la situation, sur l'état de santé de tout le monde. Parce que je pense que tous, on sera touchés de près ou de loin par le coronavirus. On pourra être affecté, on connaîtra sûrement des proches qui seront affectés, enfin voilà. Je pense que les personnes très âgées qui ont connu un peu des périodes difficiles de guerre, ça va leur rappeler de mauvais souvenirs, mais nous c'est plutôt light pour le moment, quoi. Cette sérénité, elle est due au fait que comme cette société travaille avec des grandes entreprises, leur carnet de commandes est encore rempli pour un mois complet, avec assez de matière pour travailler, avec des priorités sur lesquelles se positionner. Donc en fait, pour l'instant, l'arrêt de l'activité économique que connaît la France dans certains domaines n'a pas impacté cette usine. Le travail, tant qu'il est possible de faire, on le fait, c'est-à-dire on est sur une position assez de connexion one-to-one, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux encore faire, est-ce que ça tu peux le faire, est-ce que ça tu peux pas le faire. Donc on avait prévu notamment des essais avec des clients cette semaine, un cas concret. Hein. Donc le client ne peut pas se déplacer, il nous demande quand même de faire des essais sans lui, voilà. Donc on est un peu
est un peu en mode qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour vous, et du coup c'est assez intéressant parce que ça permet de continuer le lien et puis d'assurer une partie de l'activité économique quand même du pays, parce que il va y avoir un réveil plus ou moins douloureux à la sortie de cette période-là, parce que c'est ça qui est important. On voit comment on y rentre, on ne sait pas trop comment on y sort. C'est vrai qu'être serein aujourd'hui, ça ne veut pas dire ne pas s'inquiéter sur l'avenir, et justement on en a parlé avec Jean-Marc. Il y a la partie PME comme nous, quoi, qui fonctionne parce que c'est lié à des chefs d'entreprise qui, je pense, ont à cœur de faire tourner leurs usines. Après, dans les grands groupes, c'est différent parce que eux, c'est des décisions qui leur appartiennent pas, qui sont prises aux sièges sociaux, et du coup, tu vois, des structures comme Niti Marelli, Vadeo, tout ça, je pense que c'est des décisions qui sont corporate, et donc ils vont être à l'arrêt rapidement, avec une double contrainte, c'est-à-dire dans le domaine automobile, je sais pas si ça a apparu, mais non seulement il va y avoir moins de personnel ici, mais il y aura aussi moins de composants, puisque les composants viennent beaucoup d'Italie dans l'automobile et beaucoup de Chine aussi. Donc, et comme il y a eu une rupture dans la chaîne logistique, il n'y a plus de composants non plus. Donc en fait, il n'y a plus de composants, il n'y a plus de personnes pour faire tourner les machines. Donc on a une double contrainte, quoi. Dans les autres usines, pas dans la tienne, c'est ça, mais pas dans la mienne. Ouais. Moi, j'ai pas de composants qui viennent de Chine, donc. Ils viennent d'où tes composants? Très peu. Ils viennent d'Europe, moi. Mais d'Italie? Non, d'Allemagne, de Belgique. Mais les transports fonctionnent encore, donc. Moi, la matière que j'utilise a été fabriquée il y a déjà des mois, en fait, hein, donc ils tapent dans les stocks. Après, je sais pas quel stock ils ont, mais je sais pas combien de temps ça peut durer. Ils peuvent nous approvisionner, mais comme les usines sont de l'autre côté complètement en panne, ceux qui consomment le plus de matière, donc je risque d'avoir un stock indéfini de matière, quoi. S'ils redémarrent pas les grosses usines, moi, comme je consomme pas beaucoup en fait de matière et ni d'énergie. Je vais pouvoir durer beaucoup plus longtemps sans. Après voilà, si les frontières sont bloquées et que aucune marchandise puisse traverser les frontières là, parce qu'il y a des dépôts qui sont pas situés en France, quoi. Donc ça c'est sûr par contre. De l'incertitude donc au niveau global, mais une certaine sérénité dans l'entreprise qui s'explique donc par le fait que cette PME a encore des commandes, a encore des clients, a une communication assez fluide avec eux, et qui s'explique aussi par tout le travail qu'a fait Jean-Marc avec ses équipes en termes d'innovation managériale. Grâce à l'innovation managériale que j'ai mise en place, c'est un exercice de plus, quoi. C'est vrai que je me dis par rapport à toutes les organisations que je vois ou j'entends, où la mienne réagit plutôt bien, quoi. Enfin, on est tout de suite dans la situation, c'est-à-dire qu'on prend les plus, les moins. On n'est pas du tout sur des positions de jugement ou où les émotions débordent où les vieilles craintes repassent, tu vois, on n'est pas du tout sur on est dans ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. On est vraiment dans le projet d'entreprise. Ce que j'ai mis en place dans cette structure, c'est une façon d'appréhender le travail de façon collective. C'est-à-dire que quels que soient les événements, quelles que soient les choses, on part d'un point de vue collectif et on dit en quoi ce qu'on va mettre en place répond ou pas à nos attentes pour réaliser correctement notre métier. Une des premières actions qu'on avait faites, c'était de faire une séquence avec des Lego. Alors je ne sais pas si j'en avais parlé de ça, mais on avait modélisé, en fait, l'idée c'était comment on modélise l'espace de travail pour qu'il soit à la fois modulable, justement, et à la fois, on va dire, confortable pour les salariés. Et du coup, on avait fait une séquence de Lego où on avait modélisé avec des Lego l'entreprise. Et à travers cette expérience-là, on soumettait, en fait,
cette modélisation de l'entreprise à des scénarios en disant bah voilà, est-ce qu'on dit on crée à cet espace-là un espace bien-être, donc on bougeait les machines en temps réel, et puis disant bah non, ça c'est pas très pratique. Et puis on soumettait aussi cette modélisation avec les Lego à des scénarios. On a des cadences qui augmentent, on a aussi des ruptures de chaîne, des choses comme ça. Donc en fait, à chaque fois, on essaye de modéliser, de prendre le temps nécessaire pour concevoir des outils qui soient adaptés à la fois à notre modèle économique, à des variations importantes du modèle économique d'ailleurs, et à la fois prendre en compte la relation, enfin le collectif et le bien-être du collectif en fait. C'est ça. Et pas d'imposer plutôt tel et tel outil, mais plutôt de discuter sur chaque outil pour donner une vision un peu du métier, un peu idyllique, hein, un peu esthétique et artistique, qui convienne à chacun. Voilà, où chacun puisse s'y retrouver et qui convienne au collectif. Voilà, qu'on puisse dire collectivement ce qu'on fait c'est bien, et individuellement ouais, je suis fier de ce que je fais au sein de ce collectif-là. Jean-Marc fait référence à si je t'en ai parlé, c'est parce que je l'avais interviewé pour mon livre Innover en pratique qui est sorti en début d'année. J'avais interviewé beaucoup de dirigeants de PME qui innovent. Et Jean-Marc, en fait, c'est un chef d'entreprise, mais c'est aussi un artiste. Et ça c'est apparu très nettement dans l'interview quand je lui ai parlé de l'énéagramme. Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de ça, c'est un test de personnalité qui vaut ce qu'il vaut, hein, je dis pas qu'il est parfait, mais qui donne une idée un peu de ce que d'une personnalité, un trait de personnalité un peu plus fort. Et voilà ce que Jean-Marc m'a répondu. Et je suppose que tu connais pas ton énéagramme. Alors non, mais j'ai posé à un mec qui était spécialiste de l'énéagramme et il m'a dit que j'étais 4. Alors, je sais pas trop. Parce que je lui ai dit que j'étais artiste, en plus, ça c'est vrai par contre. Mais les artistes, c'est numéro 4. Je sais pas. Jean-Marc est numéro 4 dans l'énéagramme. C'est une personnalité un peu plus artiste, effectivement, sur tout ce qui est centré sur l'émotionnel et la recherche de l'harmonie, qui souhaite éviter la banalité. Donc voilà, il faudrait que Jean-Marc fasse le test pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, il n'est pas très porté sur ces sujets-là. Il est taureau et aussi l'année du singe en signe chinois, mais ce ne sont pas des choses qu'il a explorées. Ce que ça dit en tout cas, c'est que Jean-Marc n'est pas un chef d'entreprise ordinaire et effectivement, il fait référence au Lego. Moi, j'avais interviewé pour mon livre Innover en pratique et lui m'avait beaucoup intéressé. Il avait notamment organisé une exposition photo dans son usine, de travail dans l'usine. Donc un photographe avait passé une semaine avec eux pour les prendre en photo et ils avaient réfléchi sur ce que était un geste de travail, sur l'imperfection aussi, sur le côté collectif, le fait que c'est un travail collectif, on a le droit de rater, que ça fait partie du travail. Il y avait beaucoup de valeurs qui ont été mises en œuvre. Jean-Marc a aussi un jour fermé l'usine pour co-créer avec tous ses salariés administratifs comme outilleurs et autres métiers, leur outil digital. Ils m'avaient dit aussi encore à la sauce PME où ils avaient imaginé un outil pour leurs commandes et leur gestion interne. Donc ce sont des choses assez innovantes qui peuvent expliquer que la crise, pour l'instant, cette épreuve qu'on vit la France et que vivent les usines notamment, est pour le moment bien vécue, en plus du fait qu'ils ont un carnet de commandes qui est encore bien rempli, une relation fluide avec leurs clients. Et du coup, ça explique aussi le fait qu'ils ont pu un peu prendre de l'avance par rapport aux annonces gouvernementales. Il dit que toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance et quand ça c'est pas possible, elles devront adapter dès demain leurs organisations pour faire respecter les gestes barrières contre le virus, à protéger les salariés. Voilà. Donc en fait c'est exactement ce qu'on a mis en place avant qu'ils nous le disent, quoi. On est toujours vraiment dans l'anticipation des choses, quoi. Autant que faire se peut, quoi. Anticipation et aussi dans le travail collectif. Donc c'est ça la clé, à mon avis, des organisations de demain, c'est leur capacité à pouvoir créer un collectif avec ses individualités. Ce qui arrive dans les équipes
dans les équipes de sport collectif de temps en temps, mais en entreprise, ce qui n'est pas forcément un axe fort, puisque le travail du collectif nécessite beaucoup de temps, en fait, pour le construire, pour justement le nourrir, le ressourcer, et ce temps-là, c'est pas forcément du temps productif et du temps de process. Et nous, on a considéré que ce temps-là était absolument nécessaire pour pouvoir justement aborder les changements de process et pas être que dans le process justement, parce que être que dans le process finit aujourd'hui par complètement plus être efficient par rapport à ces variations extrêmement importantes des conditions extérieures et intérieures. Jean-Marc est aussi pragmatique, c'est un chef d'entreprise et il a aussi profité très rapidement, il s'est organisé très rapidement pour profiter des dispositifs que l'État a mis en place pour faire face à cette épreuve. On a déjà, nous, acté pas mal de choses concernant tout ce qui est impôts, taxes, tout ce qui est dû à l'État. Donc on est en train de demander des dérogations ou des délais de paiement pour pouvoir maintenir en fait un peu cette trésorerie qui va être parce qu'on ne sait pas quel argent va rentrer et quel pas argent va rentrer. Donc avant de dépenser de l'argent à l'État pour qu'il nous le rende un jour, on va essayer de pas le dépenser tout de suite. Donc puis de toute façon c'est acté comme ça par le gouvernement. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Par rapport aux parties prenantes, alors il y a les établissements bancaires. Là, pareil, on est en train de regarder ce qu'on peut aménager avec eux. Et puis après, il y a les autres parties prenantes qui sont les fournisseurs. Là aussi, on est en train d'étudier ceux qui sont dans des situations difficiles pour pouvoir honorer plus rapidement, parfois même, les échéances qui sont dues. Et puis pour certains qui ont des structures capitalistiques qui sont 10 fois plus grosses que les nôtres, peut-être négocier des délais de paiement supplémentaires. L'idée de ça, en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir garantir à l'ensemble des salariés, parce que je leur demande d'être présents, mais en contrepartie, il faut pas que je les paye pas. Faut qu'ils puissent, c'est pas un marché de dupes, donc de pouvoir leur garantir un salaire comme si, sans impact pour eux, quoi. Pour le coup, c'est ça ma priorité, ouais. Et si les commandes baissent dans un mois et qu'on est toujours dans cette situation, tu envisages quel type de solution? En fonction du carnet de commandes et en fonction de ce qu'on peut produire réellement avec ce carnet de commandes en termes de matière, on fera certainement, s'il n'y a rien qui se passe, on fera du chômage partiel, tout ou partie, sur certains postes, en fonction du carnet de commandes, quoi. Carnet de commandes, mais aussi en fonction des paiements effectifs de leurs clients. Le problème, c'est qu'un certain nombre de nos clients, en termes de production, ça va pas changer. Ça va pas changer parce qu'on est capable de produire un mois. Au-delà d'un mois, je sais pas trop ce qui va se passer, donc je peux pas te dire là-dessus. En termes de chiffre d'affaires, il y a une question qui va être posée, qui est une question très concrète. Si nos clients ne peuvent pas accepter les réceptions, est-ce que nous, on peut quand même facturer nos clients en disant que c'est de leur fait qu'on ne peut pas expédier, nous, les commandes sont prêtes. Voilà. Donc on n'a pas eu de message de la part des clients en disant arrêtez de produire. Au contraire, ils nous disent continuez à produire. Donc tant qu'ils ne nous disent pas arrêtez de produire, on continue à produire, tu vois. Donc si on produit, si les productions sont terminées dans les échéances qu'ils nous ont demandées, on facturera les productions qui sont terminées et prêtes à... Après, la question de la réception va être posée en savoir à quel moment on va pouvoir vous expédier le matériel ou comment vous venez le chercher. Il y a un client qui est passé ce matin, on lui avait laissé son petit colis à l'entrée, il est venu prendre le petit colis en nous disant bonjour de loin et puis voilà, il est reparti avec son colis. Tu vois, c'est assez rigolo quand même ça. Et justement, pour finir, dernière question, j'ai intitulé là, le podcast l'épreuve, parce que là c'est quand même une épreuve qu'on vit avec ce coronavirus. Est-ce que toi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt un exercice, que pour l'instant ça reste complètement
gérable. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce mot d'épreuve dans la situation actuelle? L'épreuve, je pense que c'est un bon mot parce que c'est à la fois une épreuve individuelle, collective, sociale. Est-ce qu'on va être à la hauteur de ça? On peut toujours se le dire. Et alors c'est marrant parce que j'ai un bouquin de l'AFNOR qui s'appelle Gestion des risques. 100 questions pour comprendre et agir sur la gestion des risques. Il n'y a pas un seul risque sur la pandémie, donc c'est marrant. Et bon, bref. Donc je trouve que c'est assez drôle. Après, moi, je suis assez patriote et je trouve que, comme dit, alors j'essaie de retrouver la citation exacte. Je sais que t'aimes bien les citations, donc je vais essayer de voir si je peux récupérer les citations sans déformer son auteur. De Hugo qui dit, donc ça cherche mon ordinateur, il est quand même pas, il est pas hyper violent. C'est vrai que j'aime les citations. Jean-Marc l'a retrouvée après notre interview, donc je vous la cite, c'est donc Victor Hugo qui nous dit « Les ressources suprêmes sortent des résolutions extrêmes. S'embarquer dans la mort, c'est parfois le moyen d'échapper au naufrage. Et le couvercle du cercueil devient une planche de salut. » Ce que Jean-Marc voulait en retenir, en tout cas ce que moi j'en retiens, c'est qu'effectivement dans les situations extrêmes, on peut trouver des solutions extrêmes, peut-être innovantes, peut-être nouvelles, qui nous permettent de nous en sortir. Et d'ailleurs, depuis l'interview, Jean-Marc m'a informé qu'il avait monté un partenariat entre son entreprise, qui fabrique des pièces en plastique, et une entreprise de lingerie, qui s'appelle Lingerie Indiscrète, qui est aussi dans la Vienne, pour fabriquer des masques. Donc voilà, un partenariat innovant pour le bien de tous et de toutes. On finira par ça aujourd'hui. À bientôt. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.